Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Hydrogen Business for Climate. On va parler aujourd'hui des leviers de financement. Vous le savez, c'est important, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et de l'argent, il y en a beaucoup pour financer l'hydrogène aujourd'hui. Vous le savez, il y a un plan français, on va en parler évidemment, 7,2 milliards, dont une partie pour les 2 années qui viennent, et puis ça va être échelonné jusqu'à 2030. Alors, on a réuni pour vous tout un panel finalement d'acteurs. On a des banques, on a des organismes liés à l'État, on a des fonds d'investissement. Comment ça se passe entre le niveau local, le niveau national, le niveau européen? Eh bien, c'est tout l'objet finalement de ce webinaire qui va durer 1 heure et demie et pendant lequel vous pourrez poser vos questions. On va commencer sans plus tarder par le fameux plan de relance français. Et ce plan de relance, on va en parler avec vous, Benoît Calatayud. Vous représentez donc BPI France, vous êtes le responsable transition énergétique. Je vais vous demander de bien vouloir activer votre caméra et votre micro. Alors, vous faites partie d'une task force interministérielle. Donc, en quelque sorte, BPI France, c'est un petit peu, enfin, l'un des bras armés, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs finalement au sein de ce plan français de l'hydrogène. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, un grand plan français en faveur du soutien à l'hydrogène décarboné a été lancé au mois de septembre dernier, donc de plus de 7 milliards d'euros, comme vous l'avez rappelé, avec 3 opérateurs. Au-delà de BPI France, l'ADEME et l'Agence nationale de la recherche. La Banque des territoires aussi intervient et on en parlera après. Donc autour de plusieurs thématiques, avec 3 axes, disons, majeurs. Le premier est la décarbonation du secteur de l'industrie, puisque l'hydrogène dans le secteur de l'industrie génère environ 3% des émissions nationales. Donc l'hydrogène décarboné constitue un vecteur de décarbonation du secteur industriel important. Le deuxième axe, c'est le développement de l'hydrogène dans le secteur de la mobilité, et en particulier dans le secteur de la mobilité lourde, qu'elle soit terrestre, maritime, fluviale, ferroviaire, voire aérienne dans quelques années. Et puis le troisième axe, c'est le soutien à la formation et aux compétences et à l'innovation, puisque les compétences sont indispensables pour réussir la transformation donc, de l'hydrogène décarboné vers l'hydrogène, de l'hydrogène carboné, pardon, vers l'hydrogène décarboné. Et en tout donc, cas, comme vous l'avez rappelé, une task force interministérielle a été lancée pour élaborer le plan et le décliner. Donc, il est constitué des principaux ministères en charge du plan hydrogène, le ministère de l'écologie, bien évidemment, le ministère de l'économie, le ministère de la recherche notamment, et puis des opérateurs que j'ai cités, et aussi le secrétariat général pour l'investissement qui coordonne l'ensemble des dépenses qui sont sollicitées dans le plan, notamment celles liées au programme d'investissement d'avenir. On en parlera peut-être par la suite. Oui, alors en fait, Benoît, on a bien compris donc le système un petit peu chapeau qui régit tout ça. Et dans l'émission donc de BPI France, par exemple, il y a l'investissement dans ce qu'on appelle la deep tech, c'est faire émerger en fait les futurs champions de demain. Tout à fait. Alors, c'est une de nos priorités pour les années à venir. Donc, effectivement, le plan deep tech qui a été lancé au début de l'année 2019 et qui vise à faire en fait émerger des innovations de rupture technologique du monde de la recherche vers le monde de l'entreprise. L'enjeu est vraiment de solliciter, créer des synergies entre les chercheurs pour faire émerger des innovations qui contribuent notamment à lutter contre le réchauffement climatique et qui contribuent notamment à développer l'hydrogène décarboné. Donc, c'est un plan qui est décliné par nos entités régionales. On en a 48 à BPI France, qui nous permettent d'être au plus près des besoins des territoires. Je donnerai un exemple de l'illustration de ce plan Deep Tech dans le domaine de l'hydrogène. C'est le projet LIFE, donc, qui vise à LHYFE, pour ceux qui veulent regarder de quoi il s'agit, donc, qui vise voilà, à développer de l'hydrogène décarboné en Vendée précisément,
à côté de Bouin et de Noirmoutier, de l'hydrogène décarboné principalement utilisé dans le domaine de la mobilité, qu'elle soit d'ailleurs terrestre ou fluviale. Et cet hydrogène est produit à partir d'éoliennes offshore au large de Bouin. Voilà, donc c'est Alors, un exemple on de projet qu'on va, développe. merci. On va revenir à vous dans un instant, juste parce qu'en fait, on est en train de parler un petit peu d'écosystème. Je voudrais donner la parole très brièvement à Gauthier Chatelus, qui représente donc effectivement la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes directeur adjoint département infrastructure et mobilité. Précisément, en fait, cette banque du territoire, elle est là pour accompagner eh bien, tous ces opérateurs qui répondent aux projets de l'ADEME, les fameux appels à projets, les AAP, pour constituer donc des écosystèmes. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, Banque de Territoire, un peu comme son nom l'indique, on est vraiment l'acteur et depuis, avec d'autres, c'est la marque de la Caisse des dépôts pour l'accompagnement des projets dans les territoires pour un développement plus durable. Donc, on accompagne vraiment beaucoup de projets. L'hydrogène nous a intéressés avant même, enfin, même lors des premiers appels à projets de l'ADEME et indépendamment d'ailleurs de l'ADEME, on intervient pour pouvoir être aux côtés à la fois des collectivités et du privé dans différents modèles, dans les projets concrets dans les territoires, leur permettre de se développer. Bien sûr, quand ils sollicitent l'ADEME, et je pense qu'on a besoin de toutes les aides, c'est mieux, mais ce n'est pas une condition stricte pour nous. Ce qui est important, c'est que le projet, à la fin, y compris avec ses subventions, puisse devenir viable, qu'on puisse construire des vrais projets de développement, pas juste des chimères ou juste des idées sur papier. Donc, vraiment accompagner le projet dans sa structuration, puis après dans l'investissement, en prenant un certain niveau de risque, parce qu'on est vraiment sur une filière assez peu mature. Voilà, et pas des subventionneurs, hein, ça c'est vraiment le rôle de l'ADEME. Mais on pense que notre rôle est d'être vraiment présent pour faire l'émergence de ces projets dans les territoires. Encore une fois, il faut des collectivités, il faut des acteurs privés et il faut de l'argent. Et le nôtre, en tant qu'investisseur public de long terme et investisseur avisé, vise justement à permettre cette alchimie et qu'on passe de l'idée papier à un vrai projet concret qui fonctionne. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on rentre sur cet écosystème hydrogène. Et tout est à construire. Hein. Toutes les briques sont à construire, ce n'est pas des choses faciles. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail tout à l'heure. Merci en tout cas pour cette introduction. Je reviens à vous, Benoît Calatayud de BPI France. Là, on a parlé du contexte national avec effectivement ces champions qu'on essaie de faire émerger, ces écosystèmes. Mais il y a aussi une partie internationale. Il y a ce qu'on appelle les IPCEI. Donc, autrement dit, ce sont les projets d'intérêt commun en Europe. Et puis, il y a cette volonté d'accompagner les entreprises également à l'export. N'oubliez Tout pas de à fait. rebrancher. Alors, c'est un axe important du plan qui s'inscrit dans une dimension. Oui, Non, non, c'est bon, allez-y. c'est une dimension effectivement importante du plan, donc de développer l'hydrogène décarboné à une échelle européenne, puisque le développement de l'hydrogène est aussi une priorité de la Commission européenne et d'autres États, notamment l'Allemagne. Et la volonté avec ces grands projets d'intérêt commun européen, donc IPCEI, IPCEI, donc qui est l'acronyme anglais pour dire grand projet d'intérêt commun européen, l'objectif étant de créer des synergies entre les États membres, en particulier entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, autour de projets d'hydrogène, d'abord liés à la décarbonation de l'industrie, mais aussi liés aux briques de mobilité, pour créer des synergies, des effets de spillover, c'est-à-dire de retombées économiques. C'est comme ça que l'appelle la Commission européenne, donc entre États. Des budgets importants y sont consacrés puisque on sollicite environ 1,5 milliard d'euros pour de nombreux projets donc IPCEI dont l'argent est issu du PIA 4 et du plan de relance. Donc c'est notamment une des priorités du plan, donc de favoriser l'émergence de ça à travers notamment nos pépites nationales en la matière. Merci pour ce commentaire. On va parler un petit peu de l'Allemagne et je vais poser la question dans un premier temps à Guy Mogis. Alors Guy, vous êtes l'ancien président de Bosch France. Vous nous parlerez tout à l'heure du fonds qui porte votre nom. C'est pas tous les jours qu'un fonds éponyme.
se met en place. Donc, ce fonds Mogis est lié à Belfort et Alstom, on expliquera tout à l'heure, mais vous êtes également président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Peut-être un mot sur la situation en Allemagne où il y a également une ambition assez forte autour de l'hydrogène et avec des moyens conséquents également. Oui, alors c'est assez nouveau puisque jusqu'à il y a, je dirais, 18 mois et sous l'impulsion de Peter Altmaier, le ministre de l'économie, on a commencé à parler de stratégie industrielle, ce qui était un gros mot en Allemagne jusqu'à il y a peu de temps. Le gouvernement fédéral considérant que son rôle était de créer un système dans lequel les entreprises peuvent s'épanouir, mais certainement pas de les aider. Et c'était la prérogative des régions. Donc aujourd'hui, les systèmes d'aide, et il y en a, il est essentiellement régional, local, et notamment au travers des Landesbank, donc des banques qui sont locales. Donc là, effectivement, la Chambre de commerce franco-allemande ou la Chambre de commerce de Sarrebourg, qui est la chambre, enfin l'équivalent français des chambres de commerce, peuvent aider les entreprises françaises qui le souhaitent à trouver leur chemin dans un système qui est assez complexe, qui est presque aussi complexe que le système français. Donc les aides existent, elles sont multiples et ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Mais l'essentiel des sommes est au niveau européen aujourd'hui pour l'Allemagne. Un petit mot rapide, puisque c'est une société qui reste chère à votre cœur. On a entendu que Bosch allait consacrer 1 milliard d'euros à l'hydrogène. On voit qu'il y a des acteurs quand même qui se mobilisent beaucoup également. Oui, disons que dans la feuille de route du groupe Bosch, la transition énergétique existe depuis environ une cinquantaine d'années, hein, puisque c'était déjà un des thèmes favoris des années 70. Le groupe consacre environ 7 milliards d'euros par an à sa R&D, donc mettre 1 milliard sur l'hydrogène, c'est pas franchement choquant aujourd'hui. Mais ça prouve que c'est au moins le ticket d'entrée. Merci. Alors, si on veut être un acteur significatif, notamment sur les stacks et surtout ce que je vais appeler, pour simplifier, les tuyaux qu'il y a autour, il faut effectivement investir beaucoup d'argent. Les investissements, notamment en matériel, sont énormes et en recherche également. Merci Guy. Je reviens à vous, Benoît, une nouvelle fois, puisqu'il y a une mission en fait par rapport à l'Allemagne qui va se mettre en place et c'est l'occasion pour les entreprises françaises qui voudraient faire acte de candidature, eh bien, de s'immerger dans l'économie locale. Alors tout à fait, la mission est en train d'être lancée en partenariat avec Business France, l'objectif étant de créer des synergies, là encore, entre l'Allemagne et la France autour de l'hydrogène. Une dynamique d'export qui est aussi portée par BPI France de manière plus large dans d'autres pays. D'autres types de missions ont vocation à émerger. Cette mission vise avant tout à accompagner les PME françaises, les petites entreprises, moyennes entreprises, à cerner les attentes du marché allemand en matière d'hydrogène et de cerner à la fois les convergences avec la France, mais aussi les divergences d'approche de l'Allemagne, en particulier des Länder, s'agissant du développement de l'hydrogène décarboné, que ce soit dans le domaine de la décarbonation de l'industrie ou encore celui de la mobilité. Merci. Karine Vernier est avec nous. Karine, vous êtes CEO de EIT Inno Énergie France. Alors, c'est le levier financier de la Commission européenne. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a vraiment tout un contexte en fait poussé par Bruxelles vers l'hydrogène vert et qu'en tout cas, on voit un foisonnement à travers toute l'Union européenne de projets. Oui, vous avez raison. On vient d'évoquer le sujet de l'Allemagne. C'est pas le seul pays à s'engager très très fort dans le domaine de l'hydrogène. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, enfin tous les pays s'engagent dans des stratégies qui sont, je dirais pas seulement des stratégies, en réalité finalement des plans d'action qui visent à la fois à décarboner l'industrie, comme l'a dit Benoît tout à l'heure pour le plan français, mais également les transports. Et ces plans d'action reposent très largement sur l'hydrogène et sont extrêmement soutenus par aujourd'hui tous les pays d'Europe. Et je dirais qu'en chapeau à toutes ces initiatives d'États membres, eh bien, la Commission européenne elle-même a publié une stratégie hydrogène qui présente l'hydrogène comme un investissement prioritaire
et qui identifie que c'est un des leviers clés pour une économie décarbonée. Donc, on est vraiment sur un engagement, je vais dire, extrêmement convergent à la fois de l'Europe et des États membres sur le sujet de l'hydrogène. Merci. On va rejoindre maintenant Grégoire Chauvière-Le Drian, qui représente la Banque européenne d'investissement, dont vous êtes le responsable du bureau pour BEI France. Il y a d'ailleurs un partenariat qui vous lie avec France Hydrogène, l'Europe et la France. Ben, en fait, ça marche de concert finalement pour le financement. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, pour aller dans le même sens, donc la Banque de l'Union européenne, la BEI, c'est une banque qui investit sur l'ensemble du territoire européen, en particulier le territoire français. Et la BEI a décidé de se transformer en banque européenne du climat. Et à ce titre, il y a une conviction très forte, c'est que l'hydrogène fait partie de la transition vers une économie décarbonée. Et à ce titre, la BEI a vocation et a déjà commencé à le faire avec certains partenaires, à financer des initiatives, des entreprises, mais aussi des initiatives portées par des régions. On l'a fait avec l'Occitanie, avec le corridor hydrogène Occitanie, pour accélérer cette transformation. Alors, la BEI n'a pas non plus c'est pas une banque de réseau, donc elle n'est pas présente sur l'ensemble des territoires, donc elle n'a pas forcément la faculté de connaître, comme le peut le faire la Banque des territoires ou la BPI, l'ensemble des initiatives qui sont portées. Et à ce titre, elle travaille avec, bien sûr, des banques commerciales, des banques publiques, mais elle a aussi souhaité nouer un partenariat plus stratégique avec France Hydrogène, justement pour faire émerger des projets bancables, finançables, accompagnables par la Banque européenne, et puis faire aussi savoir que la BEI était là pour venir aux côtés des promoteurs publics, privés, qui souhaitent développer des projets utilisant cette technologie. Merci. Pour terminer ce petit tour de table, je reviens sur la Banque des territoires avec vous, Gauthier Chatelus, parce qu'il y a aussi des subventions européennes qu'on peut obtenir et bah, vous jouez un rôle dans ce domaine-là. Oui, merci. Donc effectivement, il y a pas mal de guichets de subventions européennes aujourd'hui, comme l'Innovation Fund, qui sont accessibles aux partenaires. Et puis, il y en a un particulier dans la mobilité, Connecting European Facility, sur lequel, en fait, l'Union européenne peut subventionner. Alors, on est entre deux programmes. On vient de finir le programme précédent et le nouveau va être voté, voté, en tout cas mis en place incessamment, et sur lesquels, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans la dernière période, la Commission européenne s'est appuyée sur des banques de développement, donc en France essentiellement nous et la Banque des territoires et la BEI, pour cofinancer des projets de mobilité, alors électrique ou hydrogène, associant en fait des stations-service et des véhicules sur le grand réseau européen et le réseau, ce qu'ils appellent secondaire, qui correspond à nous, au grand réseau national. Et donc, on a, au cours de l'année précédente, instruit 7 ou 8 projets territoriaux qui associaient effectivement des stations hydrogène et des véhicules de mobilité, sur lesquels la Banque des territoires s'est engagée comme investisseur, et ce qui a permis de canaliser des demandes de subventions au niveau de la Commission européenne. On n'a pas encore eu tous les résultats, mais sur le call de septembre, on a pu obtenir des subventions pour 5 projets territoriaux, même 6, pardon, c'est 5 plus 1, 6 projets territoriaux un peu partout sur la France. Donc, et ça devrait être pérennisé, voire amplifié dans la nouvelle programmation européenne. Enfin, on attend effectivement les décisions formelles pour pouvoir bien expliquer comment ça va marcher. Mais voilà, tous les acteurs sont un peu autour de du berceau de l'hydrogène pour arriver à transformer cette filière vraiment émergente en quelque chose qui va vraiment se déployer de façon économique pour tous les acteurs, notamment les acteurs privés qui veulent y investir. Merci beaucoup. On va aller du côté du pôle véhicule du futur, retrouver Bruno Jamet. Bruno, est-ce qu'on a des questions pour nos différents intervenants sur cette première partie du webinaire? Tout à fait. Une première question qui concerne un point d'avancement sur le sujet IPCEI ainsi que le calendrier associé. Alors, sur la partie IPCEI, qui veut prendre la parole? Peut-être Benoît, je ne sais pas si vous avez des informations à nous partager dans ce domaine. Oui, alors ce que je peux dire sur le sujet, c'est que les projets sont en cours d'instruction par les États membres et toujours en cours de montage, parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de créer des synergies
entre les États membres et en particulier entre les projets menés par les entreprises. Donc, des réunions ont lieu pour créer justement ces synergies, des échanges ont lieu entre les entreprises, entre les États membres, entre les administrations, puis aussi des échanges avec la Commission européenne. Donc, c'est en cours d'instruction. L'objectif de la France, c'est bien d'avoir des projets finalisés à la fin de l'année 2021 pour une mise en œuvre au cours de l'année 2022. Donc, ce calendrier reste d'actualité, mais les projets sont toujours en cours de finalisation. Autre question peut-être, Bruno? Oui, deuxième question par rapport au projet CEF Connecting Europe Facility. Est-ce que la production d'hydrogène renouvelable est éligible? Alors, c'est peut-être une question à laquelle peut répondre Gauthier Châtelu. Oui. Alors, c'est vraiment un projet, enfin, un axe qui est dédié à la mobilité. Donc, la production intégrée comme faisant partie des projets de déploiement de mobilité hydrogène est comprise, mais pas la production industrielle ou la production à ses bornes. Il y a d'autres, comme je disais, hein, il y a d'autres guichets européens qui permettent d'adresser la production, mais pas celui-là en tout cas. C'est bon pour vous, Bruno? On a une dernière question. Il y a une question par rapport au prix du kilo d'hydrogène à un certain horizon, selon les différentes filières. Est-ce qu'on a une idée de ce prix de l'hydrogène, où on va à la pompe? Alors, peut-être qu'on pourra aborder ce thème un peu plus tard parce qu'en fait, on va voir quels sont les critères sur lesquels se basent finalement les financements, notamment de la part de certains acteurs. Je propose qu'on passe au point suivant qui concerne en fait la transformation des banques qui deviennent les acteurs du climat. Ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Chevrière du Le Drian. J'ai donc demandé en fait à trois acteurs d'allumer leur caméra, donc BPI France, la BEI et la Banque des Territoires. J'aimerais que très brièvement, on va commencer peut-être par vous, Gauthier, le fait que vous deveniez banque du climat, qu'est-ce que ça change en fait, enfin concrètement dans l'organisation? Enfin, c'est juste un changement de nom ou c'est aussi un changement de structure, d'organisation? Alors, c'est peut-être une accélération d'une posture. Je dirais, dans les textes constitutifs de la Caisse des dépôts d'il y a plus de 2 siècles, c'est à la fois on confie de l'argent public qui doit être bien placé et dans l'intérêt général. Ça, c'est les deux constituants même de notre intervention. Donc, l'intérêt général, c'est assez large, mais évidemment, le climat devient au cœur des préoccupations de l'intérêt général. Donc, je crois que c'est dans la continuité normalement de ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on passe au prisme. D'abord, on se dote de politiques climatiques de plus en plus fortes au niveau du groupe et au niveau de chaque entité sur les engagements de sortie du charbon, d'éléments de ce type-là, hein, de dialogue actionnarial avec les investisseurs. Et dans les projets dans les territoires, on va regarder nos thèmes d'investissement seront de toute façon très pro-climat. On est la banque des territoires, on regarde beaucoup de choses. On ne fait pas que du climat dans les territoires, c'est vraiment le développement soutenable des territoires. Mais ça prend une importance croissante. Mais ça prend une importance croissante et voilà, dans la mobilité, par exemple, on va regarder que ce qu'on va pouvoir taguer comme étant de la mobilité verte. Et on ne va pas plus prendre de financement, par exemple, même des flottes de bus diesel. Aujourd'hui, on ne le fait plus, alors qu'on disait avant, c'est le transport en commun, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est une orientation renforcée. C'est aussi un reporting beaucoup bien renforcé parce qu'on faisait plein de choses sans dire, qui est assez essentiel. Donc, oui, on a des équipes beaucoup plus importantes dans ce domaine aussi pour nous aider nos investisseurs. Ok. Sur le même point, donc Benoît Calatayud pour BPI France. Oui, merci Laurent et merci Gauthier d'avoir rappelé effectivement la philosophie, notamment de notre plan climat commun, puisque à l'instar de la Banque européenne d'investissement, BPI France est devenue la banque française du climat pour les entreprises, aux côtés de la Banque des Territoires, avec un plan ambitieux de 40 milliards d'euros. Donc, ça se traduit très concrètement par 3 axes: le doublement du financement des énergies renouvelables, l'accompagnement des entreprises à la transition énergétique avec plusieurs actions concrètes. La première que j'ai envie de citer, c'est la création d'une démarche d'accompagnement pour la décarbonation de l'industrie. On vient récemment de lancer ça, donc je suis à disposition pour répondre dans les détails de cet accélérateur. Et puis le troisième axe, c'est
le financement des innovations de rupture technologique, le plan Deep Tech notamment, dans le domaine de la transition énergétique. Ça se traduit très concrètement, ce plan climat, dans l'ensemble de nos métiers, que ce soit des métiers de l'innovation, du financement à travers une nouvelle approche, et je reprends ce que disait Gauthier, sur le financement des flottes propres, le métier de l'accompagnement et de manière générale, l'ensemble du métier bancaire. Donc concrètement, on se transforme pour œuvrer en faveur du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, je n'ai pas précisé, les 40 milliards effectivement étaient communs, c'est l'ensemble de l'offre, je dirais, du groupe Caisse des dépôts, BPI et Banque des territoires pour les territoires, c'est 40 milliards à investir dans les territoires pour le climat. Des chiffres qui donnent le tournis, hein. Grégoire Chouvier-Le-Drian, donc voilà, Banque du climat, c'est pas seulement aussi un changement de nom. Vous ne venez pas la BCE, la Banque du climat européenne. Ce qui est intéressant et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a véritablement une convergence entre le niveau d'outils européen, que ce soit la BCE ou la Banque européenne d'investissement, et le niveau national. En septembre, on avait Olivier Zichel et Nicolas Dufour qui présentaient BPI et Banque des territoires comme les banques nationales. La même année, un peu plus tôt, vous aviez eu la Banque européenne d'investissement qui se présentait comme Banque européenne du climat. Donc là, clairement, il y a une transformation des outils vers des priorités de politique publique au plus rang desquelles la lutte contre le changement climatique. Alors, à la B8, ça se transforme également en trois axes de transformation. Le premier, c'est la modification de notre politique énergétique avec l'exclusion en termes de financement des projets qui mobilisent des énergies fossiles, avec un seuil qui a été fixé à 250 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit pendant la durée, du projet. Au-delà, ce sont des projets que nous ne finançons plus. Le deuxième axe, c'est un engagement quantitatif. Jusqu'à présent, nous consacrons 25% de notre activité, c'est l'engagement que nous avions pris en 2015 pour la COP21, 25% de notre activité à des projets ayant un impact positif sur le climat. On a pris conscience que ce n'était pas suffisant. L'idée est de doubler cet engagement, de passer à 50% de notre activité pour des projets ayant un impact positif sur le climat, ce qui, à plan d'affaires constant sur les prochaines années, arriverait à 30 milliards d'euros de financement annuel. Et comme on ne finance jamais un projet seul, on le fait avec d'autres partenaires, qu'ils soient publics comme la Banque des territoires, la BPI, ou des partenaires privés, on a en général un effet de levier, un effet de mobilisation de l'ordre de 3. On arrive à 100 milliards mobilisés par an, et sur une décennie, on obtient ce chiffre qui a été présenté plusieurs fois de manière un peu symbolique, de 1000 milliards d'euros d'investissement sur la prochaine décennie. Et enfin, le troisième axe, c'est un axe qualitatif sur l'ensemble du portefeuille, s'assurer qu'aucun des projets qui soit financé n'ait un impact négatif, et c'est ce qu'on a appelé l'alignement aux accords de Paris, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'au pire, le projet que l'on finance a une neutralité carbone. Merci. Bruno Jammet, est-ce qu'on a du côté du pôle véhicule du futur des questions sur ce point spécifique Banque du climat ou pas? Non, pas de questions. Pas de questions. Je propose donc qu'on aborde le point suivant, et c'est un point stratégique car finalement on va essayer de comprendre qui fait quoi et à quel moment. Parce qu'en fait, il y a 3 stades. Il y a le démarrage, bien sûr, il y a le milieu de la chaîne et il y a la phase de maturité. On va commencer avec Jérôme Petitjean du fonds Déméter. On ne vous a pas encore entendu. Bonjour à vous, vous êtes partenaire. On va évoquer en fait votre action car vous êtes aux côtés des startups dès le démarrage finalement de l'aventure. Oui, alors en particulier côté des startups, mais en fait, on a une vocation d'être positionné de façon plus large. Donc, Déméter, en fait, nous sommes une société de gestion. Nous gérons plusieurs fonds d'investissement, tous dédiés à la transition écologique et énergétique depuis la création de Déméter. Donc, nous sommes un investissement privé et on essaye de couvrir toute la chaîne, en fait, avec différents fonds et différents types d'investisseurs. Et donc, nous investissons dans des startups à travers certains fonds d'innovation. Nous investissons dans des PME en phase de croissance avec des fonds de croissance. Et puis, nous investissons également dans des projets d'infrastructure, des projets de réseau, notamment des projets pour les mobilités propres ou l'efficacité énergétique ou le développement des énergies renouvelables. Et à ce titre, en particulier dans l'hydrogène, effectivement, nous avons d'ailleurs été, je pense, parmi les précurseurs investisseurs
au niveau startup, puisque nous avons investi à travers un de nos fonds dans McPhy dès les années 2013-2014. McPhy qui développe des électrolyseurs. Nous sommes également investisseurs au capital de Ergosuc, qui est une autre société qui développe également de l'électrolyse avec de l'eau à très haute pression. Donc voilà, en tout cas, on essaie de couvrir toute la chaîne en tant que plateforme d'investissement. Et effectivement, nous nous intéressons de près à l'hydrogène décarboné, que ce soit au niveau des startups et des projets qui deviennent maintenant plus matures, donc des projets d'infrastructure. Et donc, nous regardons également des projets notamment dédiés à la mobilité, dans des sociétés de projets, des projets locaux et territoriaux, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Absolument. Je vais faire appel à Karine Bernier de EIT InnoEnergy. On expliquait tout à l'heure que vous étiez le bras armé de la Commission européenne. Donc, pareil, un regard sur les startups et pas seulement en France, bien entendu. N'oubliez pas de brancher votre micro. Là, c'est bon, vous m'entendez? Super. Donc, côté EIT InnoEnergy, effectivement, on intervient également dans le soutien aux startups. En fait, nous, on intervient pour permettre d'accélérer les innovations ou la transition écologique. Donc, il y a 2 niveaux d'intervention. Il y a le premier niveau qui est je dirais, une intervention sur des projets de très grande envergure sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'innovation techno en tant que telle, où on est plutôt un fast follower, pardon pour l'anglicisme. Et là, on vise à des projets, à financer des projets directement à l'échelle et de très grande envergure. Donc, on l'a déjà fait dans le domaine de la batterie à travers Northvolt et Verkor typiquement. Et là, on a sur le sujet de l'hydrogène un projet qui s'appelle H2 Green Steel, qui, comme son nom l'indique, permet de produire de l'acier décarboné en utilisant de l'hydrogène vert. Eh bien, ce projet, j'en parlerai de manière un peu plus détaillée un tout petit peu plus tard dans mon intervention, mais c'est un projet de très grande échelle où finalement, on met en œuvre des technologies éprouvées et sur lesquelles on prend le risque de l'échelle, tout simplement. Le deuxième niveau d'intervention, c'est plutôt sur des startups innovantes, deep tech, qui sont en phase émergente et dont on estime qu'elles ont une capacité à devenir licorne ou en tout cas à avoir un très haut potentiel demain. Donc nous, à l'échelle européenne, on a déjà investi dans plus de 15 startups de ce type-là. Donc, pour vous donner des exemples français, puisque c'est ce qui finalement parlera peut-être le plus, on est déjà intervenu dans Sylphen, qui permet de proposer une solution intégrée de stockage et de production d'énergie dans les bâtiments et dans les écoquartiers. On est intervenu dans Attaway, qui propose des solutions de distribution de l'hydrogène sur le volet plutôt mobilité. Autre investissement qui n'est pas français, celui-là, c'est IMET, qui est un premier électrolyseur alcalin électromagnétique. Enfin voilà, donc on a un ensemble, je ne vais pas toutes les citer, c'est disponible hein, sur le site internet d'InnoEnergy, mais on a un panorama très complet sur toute la chaîne de valeur de participation dans des startups que nous estimons à très haut potentiel. Merci. Je fais appel à Benoît Calatayud de BPI France, parce qu'il y a aussi cette aide au niveau de l'innovation. Vous avez parlé tout à l'heure d'incubateur. C'est effectivement ce rôle que BPI France peut avoir pour être aux côtés des jeunes pousses. Oui, alors plus largement, BPI France accompagne l'innovation au sens large de manière générique et en particulier dans le domaine de l'hydrogène à travers plusieurs instruments que je ne vais pas tous citer puisqu'il y en a de nombreux, mais en tout cas des grandes catégories. La première, il s'agit d'appels à projets génériques et de concours pour accompagner l'innovation, que ce soit pour accompagner l'émergence de projets collaboratifs ou individuels dans le cadre des programmes investissement d'avenir qui vont d'ailleurs être renouvelés puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 4e phase de ce programme d'investissement à venir va bientôt entrer en vigueur avec ces différents dispositifs d'aide à l'innovation.
Le deuxième axe est la déclinaison de concours en particulier. J'en citerai un. Il s'agit du concours ILAB, donc qui vise, un peu comme le programme Deep Tech, à faire émerger des innovations de rupture issues ou quasi issues du monde de la recherche vers le monde de l'entreprise. Donc là, ça c'est une fois par an et on l'a organisé jusqu'à présent avec le ministère de la Recherche. Il y a bien sûr le concours Innovation, opéré là aussi dans le cadre du programme Investissement d'avenir, qui a des thématiques différentes en fonction des phases, mais souvent l'hydrogène est présent. Et puis, le troisième axe, c'est effectivement une espèce, je dirais pas incubateur, mais en tout cas création de communautés autour des enjeux de transition énergétique. On vient de créer justement dans le cadre de notre plan climat la communauté du coq vert qui vise à rassembler des entreprises du domaine de la transition énergétique pour favoriser le partage de connaissances et de compétences qui est un élément indispensable, comme je l'ai dit, pour réussir la transition énergétique. Ah oui, c'est le coq bleu en fait de la French Tech qui se peint en vert, c'est ça, il change de couleur. En quelque sorte. Merci à vous. Alors, on a parlé de l'action au démarrage. Maintenant, on va parler du milieu de chaîne, puisque c'est donc le stade supérieur. On va parler avec la Banque européenne d'investissement, avec vous, Grégoire. C'est un reproche qu'on a pu faire à une époque à la banque de ne pas être présente dès le démarrage de l'activité. En tout cas, vous définissez votre action comme étant un accélérateur finalement de la transformation. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui 3 typologies de partenaires, de clients. Le premier, ce sont les collectivités territoriales. C'est un peu notre cœur d'activité historique, notre cœur de client historique. On a par exemple accompagné sur l'hydrogène, je citais tout à l'heure, le corridor H2 avec la région Occitanie. Donc à ce moment-là, le promoteur est un promoteur public. On a toute une activité d'intermédiation qui se fait soit via des fonds d'investissement, d'Emeter tout à l'heure que nous connaissons bien, mais aussi des banques publiques et privées qui déploient sur le territoire des ressources européennes, car la BEI n'est pas une banque de réseau. On a aujourd'hui un bureau en France, mais c'est simplement, il y a 12 personnes aujourd'hui. Donc, effectivement, on fait confiance à nos partenaires financiers pour déployer cette ressource. Et la troisième typologie de nos partenaires, de nos clients, ce sont les entreprises. Alors, effectivement, on a eu ce reproche, comme vous évoquiez, d'avoir des seuils d'éligibilité, des niveaux minimums d'intervention qui étaient trop élevés. Grâce au plan Juncker mis en place à partir de 2015 et sur la période 2015-2020, nous avons pu accompagner des entreprises plus innovantes, des entreprises plus petites, avec des niveaux d'intervention aujourd'hui minimum autour de 15-20 millions d'euros d'investissement, sur lequel nous, on est en mesure de financer 50%. Mais effectivement, on est plutôt dans une phase où on va accélérer une transformation éprouvée, avec des outils peut-être dans un premier temps où on peut prendre du risque. Tout à l'heure, on a parlé de Northvolt. La BEI avait accompagné au démarrage de Northvolt avec la Commission pour pouvoir prendre ce première étape de risque. Et dans un deuxième temps, avec des financements plus classiques, la transformation, l'accélération de la production. Dans le cadre de l'hydrogène, on a financé par exemple Forsea Power en deux temps pour le développement des batteries électriques, en particulier des batteries hydrogène. Merci. On va parler à présent avec vous, Gauthier Chatelus, de la Banque des Territoires, car vous investissez également en milieu de chaîne. Et d'ailleurs, pas seulement finalement dans les sociétés, mais ça peut être dans de l'actif, dans des locaux finalement de sociétés, dans l'outil industriel. Oui, merci. Oui, donc nous, on intervient dans les rôles sont assez séparés avec BPI. Hein, on n'intervient pas au capital des sociétés qui se développent. On est vraiment dans les projets. Alors après, on a plusieurs modes d'intervention. Comme la BPI, on soutient les collectivités. Hein, il y a du prêt très long terme en mobilisant les ressources des fonds d'épargne notamment. C'est du prêt très très long terme qui permettent de financer les collectivités pour leurs projets territoriaux. C'est un peu un mode d'action assez classique. Et puis, on a tout ce qui est investissement dans les projets, soit, et on en reparlera tout à l'heure, des sociétés de projets qui développent un projet concret, mais ça peut être aussi à travers l'immobilier. Donc ça, c'est un nouvel axe assez récent, notamment dans le cadre du territoire d'innovation, mais pas seulement, où on peut soutenir, investir dans les murs de sociétés. Donc on reste dans le projet, on n'est pas dans la société elle-même, c'est le rôle de BPI, on est dans les murs. Ce qu'on a fait récemment, par exemple, avec Safra, pour les accompagner dans leur déploiement, leur développement, pour la construction de bus hydrogène.
Donc, on va avoir un peu tous les niveaux, avec aussi une capacité dans nos volets d'intervention d'aller du très petit ticket, inférieur à 1 million d'euros, à des très gros tickets. On ne va pas financer non plus, pour être précis, la R&D, donc un prototype qui est encore en phase de mise au point, ça ne nous intéresse pas, mais dès que la technologie a fait ses preuves à travers un POC ou un R&D, on peut être sur le premier déploiement aussi. Voilà, on a pas mal d'endroits où on peut intervenir, on n'est pas tout au début, mais on essaye d'être assez tôt dans le milieu de la chaîne, si on peut se dire là, c'est dire, voilà, il y a un projet concret, ma technologie marche, j'ai mon premier projet, ben, on peut aller investir dedans, s'il est bien sécurisé. Voilà. Alors, on va maintenant passer à la phase de maturité. C'est donc le stade, c'est le 3e étage en quelque sorte de la fusée. Et c'est en général à ce moment-là que les banques classiques font leur apparition. Est-ce que Mathilde Faglin est avec nous? Vous représentez donc la Caisse d'épargne en région Bourgogne-Franche-Comté. Mathilde, est-ce que vous nous entendez? Et Oui, je vous entends. Pas de souci. voilà, J'espère que vous m'entendez. Alors, comment agit justement la Caisse d'épargne avec quels outils à ce stade finalement de l'activité? Alors, on a l'activité bancaire traditionnelle, puisqu'on a une cellule de financement structuré qui participe à du financement de projets dans les énergies renouvelables. On a aussi, via Neo Business, qui finance l'innovation, alors soit des entreprises innovantes, soit des entreprises matures, mais qui ont des projets innovants, notamment dans les énergies renouvelables, qui peuvent être mobilisés. On fait aussi du financement de projets immobiliers, en lien avec notamment l'hydrogène. Mais on a aussi un accompagnement haut de bilan au travers de nos véhicules Evergreen, puisqu'on investit avec 3 véhicules au sein de la Caisse d'épargne, une structure qui s'appelle BDR IT et qui accompagne les entreprises innovantes du territoire sur des tickets qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros. Je vous parlerai de 2 opérations qu'on a pu réaliser sur le territoire avec ce véhicule. Et puis, BDR Invest qui peut intervenir jusqu'à 2 millions d'euros sur des projets en développement ou transmission. Et pareil avec une autre structure qui s'appelle BFLT qui là peut accompagner des projets de filière sur notre territoire ou des entreprises qui ont été légèrement impactées par le Covid et qui sont en phase de rebond, jusqu'à 2 millions d'euros et tout ça de manière minoritaire. Et puis, en dernier lieu, on investit aussi dans des fonds infrastructures qui accompagnent, eux, la transition énergétique. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est cette thématique, à la fois pour la Caisse, mais aussi pour le groupe BPCE, est un élément important. Merci. On va enchaîner avec Witold de Marais, qu'on n'a pas encore entendu, qui représente Mirova. On va parler de fonds d'investissement. Alors, vous êtes qui à la Caisse d'épargne, hein? Vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire, cousin On peut dire ça, sachant que certaines caisses d'épargne sont également investisseurs dans notre fonds. Donc peut-être quelques mots sur Mirova pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc, en 2 mots, c'est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable qui est filiale de Natixis, donc qui fait partie du groupe BPCE. Et nous avons à peu près 20 milliards d'euros sous gestion. Les ordres de grandeur, donc c'est 20 milliards au total. Au sein de ces 20 milliards, c'est à peu près 1,5 milliard investis dans les infrastructures de la transition énergétique, donc des infrastructures, des projets non cotés de la transition énergétique. Et nous sommes en train de lever notre prochain fonds avec une taille cible de 1 milliard d'euros qui continuera d'investir essentiellement en Europe, mais également avec quelques cibles en Asie. Et c'est avec ce véhicule que l'on pourra notamment investir dans des projets hydrogène, dans des projets d'infrastructure. Donc l'hydrogène est entré dans notre stratégie il y a maintenant à peu près 2 ans. Nous avons fait notre premier investissement il y a quelques mois en participant à la levée de fonds de Hype. Et nous allons continuer donc avec le prochain fonds. Donc la façon dont on intervient, c'est donc on a vocation à être partenaire de porteurs de projets, partenaire en fonds propres, alors soit pur fonds propres, soit dette subordonnée, pour des tickets allant de quelques millions d'euros à quelques dizaines de millions d'euros. Et donc nous ciblons en priorité des projets d'infrastructure. Donc nous ne sommes pas un fonds capital risque, nous ne prenons pas de risque de technologie. Mais de manière résiduelle et opportuniste, je dirais, nous pouvons considérer de l'investissement corporate, donc remonter un petit peu dans la chaîne de valeur, pour autant que les sociétés aient de l'infrastructure comme sous-jacent.
Donc typiquement, un développeur de réseau de stations pourrait rentrer dans notre scope. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'en théorie, donc on intervient en fin de développement lorsque le projet est prêt à construire. Néanmoins, nous pouvons accompagner les développeurs un peu en amont, notamment pour échanger sur la structuration financière qu'ils envisagent et s'assurer que le projet sera bancable et investissable par la suite. Voilà, donc on est conscient que pour certains projets de l'écosystème aujourd'hui, il est difficile de cocher toutes les cases de l'infrastructure. Les deux principales d'entre elles étant d'avoir des revenus sécurisés et prévisibles. Et c'est pour ça que lorsque certains projets nous apparaissent encore un petit peu risqués, on peut considérer donc des investissements à l'étage du dessus au sein du porteur de projet si tel est son souhait. Et enfin, peut-être pour terminer, juste pour préciser que aux côtés des projets d'infrastructure non cotés, nous avons également la capacité à investir dans l'hydrogène au travers de fonds cotés. Donc c'est une équipe totalement distincte dont je ne fais pas partie, mais qui a par exemple accompagné la société HRS lors de son introduction en bourse. Donc c'est également un de nos modes d'intervention. Très bien. Bah, en tout cas, je pense qu'on a bien compris finalement quels sont les acteurs qui interviennent au démarrage, au milieu, en phase de maturité. Je pense que c'était important de faire cet éclairage et merci en tout cas pour ces précisions. On va passer aux questions avec Bruno Jamet du pôle véhicule du futur. Alors, il y en a une qui m'a été transmise en cours de route. Finalement, est-ce qu'il y avait des investissements également dans des projets et dans des sociétés de projets? Je pense qu'on a plus ou moins répondu. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions à nous communiquer? Alors, oui, des questions sur le début de ce cycle d'intervention. Est-ce qu'on pourrait avoir un récapitulatif des différents guichets? Il y a des acronymes assez obscurs pour le grand public. Alors, pour le démarrage, alors je ne sais pas, peut-être que est-ce que Jérôme Petitjean a bien compris la question et peut-être pour y répondre? Je ne sais pas si. Alors, les acronymes, je pense que c'était peut-être plutôt dans les mécanismes de soutien qui ont été soutien public, Tout à fait. Oui, qui ont été cités. Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé de l'ANR à un moment, de l'Agence nationale de recherche, par exemple. Sans doute, oui. Donc là, je pense que ça serait peut-être un peu long de repasser sur les différents mécanismes de soutien au niveau européen, au niveau français, mais et je suis peut-être pas le mieux placé pour les redécrire, mais je pense que ça fait partie des acronymes qui ont été cités. Mais en tout état de cause, effectivement, c'est les différents mécanismes de soutien des différents projets à leurs différentes phases de maturité qui ont été cités. Mais Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, toute la chaîne, enfin l'idée globale est bien d'essayer de couvrir toute la chaîne de l'innovation à la partie projet d'infrastructure. Là, j'en profite côté pôle véhicule du futur, on peut vous éclairer, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aiguiller dans cette richesse des possibilités de financement. Une autre question aussi, est-ce qu'il est envisageable de financer des entreprises étrangères, Union européenne, pour développer des projets en France? ah, voilà une très bonne question. Euh, Karine Vernier, peut-être, pour… Je veux bien prendre la parole sur ce sujet-là. J'ai envie de dire oui, avec un grand O, un grand U et un grand I. Nous finançons bien sûr toutes les sociétés européennes qui travaillent dans le domaine de l'hydrogène, puisque c'est le sujet du jour, mais potentiellement dans tous les domaines de la transition énergétique. Donc, welcome on board. Si souhaité, nous regarderons tous les dossiers. Alors, c'est oui et welcome, hein, si j'ai bien compris. Bruno, est-ce qu'on a encore des questions? Non, des questions qui commencent à dater un petit peu, donc on peut passer à la suite. D'accord, très bien. Alors, je propose qu'on continue et on va s'intéresser au soutien en région Bourgogne-Franche-Comté. Après tout, ça nous intéresse dans le cas de Hydrogen Business for Climate. Et je me tourne à nouveau vers Mathilde Faglin de la Caisse d'épargne, puisque concrètement, eh bien, votre banque a aidé deux entreprises de cette région BFC, MyTech et H26. Oui, effectivement, donc on a été assez précurseur sur l'accompagnement de l'hydrogène puisqu'on a accompagné MyTech en 2017, qui est une société qui est spécialisée dans le stockage d'hydrogène via notre structure BDR IT. Alors, on a accompagné ces projets qui étaient arrivés quand même à un certain stade de maturité, de la même manière qu'H26 qu'on a accompagné en 2020, donc là qui est spécialisé dans tout ce qui est production de groupes
électrogène et hydrogène. Donc c'est vrai que on va dire la similitude de ces entreprises, comme j'indiquais, c'est qu'elles sont vraiment arrivées, elles ont des technos, c'est ça qui nous intéressait, hein, des technologies différenciantes et matures, en tout cas qui avaient démontré leur capacité de fonctionnement, innovantes, et elles avaient déjà un produit qui fonctionnait et un début de commercialisation. Donc c'est vrai que c'est pourquoi on a décidé de les accompagner via notre structure BDRI. Merci beaucoup. On va à présent appeler Guy Mogis, Monsieur Mogis, qui a un fonds qui porte son nom, c'est formidable. Guy, donc c'est vrai que vous êtes dans une aventure à Belfort. Tout cela en fait est lié à Alstom. On va rappeler le contexte brièvement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces histoires locales. Oui, alors effectivement, je rappelle qu'en 2014, GE rachète un certain nombre d'activités d'Alstom. Et dans le cadre de cet accord, GE s'engage à créer 1000 emplois en France. 4 ans plus tard, force est de constater que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne reviendrai pas, GE déclare qu'il n'est pas en mesure de créer ces emplois, qu'il ne les a pas créés, et qu'il va donc régler une amende, entre guillemets, à savoir 50 000 € par emploi non créé, qui seront versés sur un fonds. Donc, en l'occurrence, GE s'engage à verser 50 millions d'euros sur un fonds, et c'est à ce moment que Bruno Le Maire et Agnès Pannier décident de me confier l'usage de ces fonds et de mettre en place les mécanismes qui permettront d'attribuer ces sommes. Comme dans le même temps, je le rappelle, mais ça n'a strictement rien à voir, GE décide également de réaliser un certain nombre de plans sociaux de réduction d'effectifs sur le site de Belfort. Le gouvernement, donc en la personne de Bruno Le Maire, a dit qu'il serait quand même intéressant de cibler en priorité ces aides sur la région du Grand Belfort. Enfin, Belfort élargi, sachant qu'en principe, ça peut aller un petit peu plus au nord et à l'est ou à l'ouest, sans difficulté. Donc dans ce cadre, je vais revenir en détail, on a créé un système à 2 étages pour examiner les projets qui viennent. J'expliquerai après les conditions d'attribution. Donc un premier étage de comité dit consultatif dans lequel on va retrouver la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, le maire de Belfort et un certain nombre de personnes qualifiées, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Et cette première commission dite consultative va examiner dans quelle mesure les dossiers qui sont présentés correspondent aux enjeux et aux orientations stratégiques et politiques de la région. Le premier filtre passé, le dossier est examiné par un bureau spécialisé, en l'occurrence le cabinet EY, qui va examiner la solidité du dossier, les hypothèses marketing, les hypothèses financières, etc., et le soumettre à un comité de gestion qui, lui, va prendre la décision d'attribution, sachant que les fonds, les 50 millions, ont été confiés, je ne reviendrai pas sur les détails juridiques, mais à une fiducie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fiducie, je vous ramène à Wikipédia. Je ne savais pas non plus ce qu'était une fiducie avant de m'en occuper. Disons que le fiduciaire est une personne de confiance auquel on a confié l'argent et qui va donc distribuer les sommes au fur et à mesure. Donc, quels sont les dossiers qui sont éligibles? C'est essentiellement et avant tout des dossiers industriels censés créer des emplois industriels à long terme sur, en priorité, la région de Belfort. Alors, compte tenu des orientations stratégiques de la région de Belfort, c'est la filière hydrogène qui est privilégiée. Et à aujourd'hui, si le détail vous intéresse, on a distribué à peu près la moitié de l'enveloppe, avec donc une forte priorité sur l'hydrogène. Donc, je vais peut-être lister les projets les plus emblématiques.
donc ISTI, qui est un laboratoire de certification, qui est le laboratoire national, puisqu'il n'y en aura pas d'autre, d'homologation et de certification des réservoirs à hydrogène. Projet de Rougeot Énergie. Pardon, oui, c'est ça. Projet de Rougeot Énergie. Exactement. Et c'était important pour ancrer un pôle hydrogène dans la région d'avoir justement ce pôle de certification qui, on l'espère, va agréger un certain nombre de personnes intéressées, notamment par tout ce qui est réservoir sous pression hydrogène. Dans ce cadre, Faurecia a décidé d'installer aussi et subventionner donc son laboratoire de recherche-développement sur les réservoirs hydrogène à destination des véhicules légers et moins légers, hein, et leur future usine de fabrication de réservoirs. Troisième dossier, une start-up qui s'appelle H26, qui fabrique, on va dire, des groupes électrogènes à hydrogène pour des poids lourds, avec comme application, par exemple, il peut y en avoir d'autres, des véhicules réfrigérés ou des remorques réfrigérées, ce qui permet de continuer à réfrigérer avec le petit groupe hydrogène une remorque, même si le tracteur a été déconnecté. Alors ça, c'était des petits exemples, mais il y a aussi quand même l'actualité de ces derniers jours à Belfort, c'est McPhy et sa gigafactory. J'y venais parce que je dirais que ça n'est pas encore du 100% sûr, même si le pourcentage est en train de croître. Donc nous avons retenu comme projet phare et emblématique donc, la société McPhy, donc qui a actuellement en projet d'installer une usine de fabrication d'électrolyseurs, hein, donc son usine de fabrication d'électrolyseurs, de modules d'électrolyseurs qui ensuite seront installés dans les usines d'électrolyse de l'hydrogène qui seront ensuite déployées un peu partout dans le monde. Donc, je dis que ça n'est pas encore fait parce que McPhy étudie plusieurs implantations. Ils ont annoncé par voie de presse que Belfort tenait la corde, mais l'accord du conseil d'administration n'a pas encore été donné. Donc, pour l'instant, on va rester optimiste mais prudent. Voilà. Très bien. Donc, la moitié des 50 millions, donc oui, déjà attribués en tout cas. Donc, si on est optimiste, il reste encore 25 millions à attribuer. Merci Guy pour ces précisions. On va se tourner vers Bruno Jamet du pôle véhicules du futur pour savoir s'il y a des questions par rapport aux projets locaux. Non, pas de questions par rapport à ces projets. Après, en revenant un peu en arrière, il y avait la question de l'harmonisation de la législation dans les différents pays pour favoriser la coopération au sein de l'UE. Voilà, je ne sais pas si on prend la question ou pas. D'accord, on la prendra peut-être plus tard. Je propose qu'on enchaîne avec justement le support aux futurs champions, donc comment on va aider les grands acteurs à émerger. Et justement, on va en parler avec, dans un premier temps, Benoît Calatayud pour BPI France, mais aussi Jérôme Petitjean pour Demeter, parce que vous avez été aux côtés de McPhy au démarrage. On vient d'en parler à l'instant. Et c'est vrai qu'en quelque sorte, on va commencer par vous, Jérôme. Vous avez misé sur le bon cheval, même si le terme de cheval par rapport à McPhy n'est peut-être pas forcément la meilleure image. En effet, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs fonds et on essaye évidemment d'investir dans les champions, les futurs champions de la transition énergétique. Hein, c'est notre raison d'être. Et on a d'ailleurs investi dans 170 sociétés depuis 2005. Et en effet, nous avons regardé très tôt, je dirais en tant que précurseur, le sujet de l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné. Et nous avions donc effectivement été précurseurs dans l'investissement dans McPhy. Et nous sommes donc évidemment très contents maintenant du développement de cette société. Et ce qui est assez finalement remarquable et représentatif, c'est que finalement maintenant, c'est une société qu'on retrouve dans les projets d'infrastructure, donc dans les projets qu'on finance maintenant à travers nos fonds d'infrastructure, eh bien on retrouve McPhy maintenant comme effectivement opérateur industriel pour la production d'hydrogène vert. Donc effectivement, c'est très satisfaisant. Et évidemment, on regarde d'autres champs sur la mobilité et la transition énergétique, en espérant évidemment soutenir également de futurs et de nouveaux champions de la transition énergétique, évidemment. Merci. Je ne sais pas si Benoît de BPI France est toujours avec nous. Oui, bien sûr, j'écoute les débats avec grand intérêt.
Donc, je complète effectivement la réponse de Jérôme. On a également investi dans McPhy il y a plus d'une dizaine d'années maintenant à travers notre fonds Ecotech qui vise à soutenir l'innovation en fonds propres au sens large d'ailleurs dans le domaine Ecotech, puisque le fonds a vocation à investir dans des entreprises de la transition énergétique au sens large. Le support aux futurs champions, en fait, se décline à BPI France, à travers la mise en œuvre d'un continuum de financement. C'est comme ça qu'on le nomme, afin d'apporter un soutien financier à tous les stades de maturité de l'entreprise et à tout niveau de taille de l'entreprise. Donc, on commence par des phases d'innovation très amont, à apporter des aides à l'innovation, disons, et on met en place tout un continuum ensuite d'intervention, en particulier d'intervention en fonds propres, à travers plusieurs types de fonds, notamment le fonds Ecotech, comme je l'ai dit, qui va entrer dans sa nouvelle phase dans le cadre du PIA 4, le fonds Ecotech 2 donc, mais aussi d'autres fonds, et notamment le fonds SPI, Société de Projets Industriels, qui vise à accompagner l'émergence de sociétés de projets, comme son nom l'indique, et la mise en œuvre de futurs champions nationaux. Je citerai un exemple de McPhy qui a choisi le site de Belfort très récemment, puisque l'annonce a été faite la semaine dernière, pour implanter un grand site de production d'électrolyseurs. Donc, l'investissement est à hauteur de 30 à 40 millions d'euros et devrait créer 500 emplois dans la région, donc ce qui est conséquent. Mais voilà, en synthèse, en tout cas, le continuum de financement doit nous permettre d'accompagner l'émergence de futurs champions à tout stade de maturité. Merci. J'ai une question pour Déméter. Question pour vous, Jérôme, qui vient de tomber sur le chat. Vous avez annoncé donc 170 investissements. On me demande combien de sorties positives, neutres ou négatives. Alors, je ne sais pas si vous avez le détail, mais enfin, en tout cas, dans ces 170 investissements, est-ce que vous avez été plutôt chanceux Alors, je ne vais pas donner le détail ici, mais évidemment, c'est le propre, et notamment des fonds innovation dans les startups. Évidemment, il y a des sorties qui se font de façon très positive. Je dirais des sorties, on va dire, dans le marché, et puis effectivement quelques casses ou sociétés qui n'ont pas abouti, mais ça c'est le propre du marché et des startups au sens large, y compris dans la transition énergétique. Donc oui, nous avons également eu tout type, mais je dirais voilà, c'est le propre des fonds de ce type où on a effectivement différents profils de sociétés et puis quelques champions qui se démarquent à l'intérieur de ces fonds. Merci. On va parler d'un autre champion. Il s'agit de HRS, qui est une société grenobloise qui fait des stations à hydrogène. On va en parler avec vous, Witold Marais, pour Mirova, puisque vous avez accompagné donc l'entrée en bourse de cet acteur qui commence à devenir un poids lourd finalement de la filière hydrogène. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai précisé en introduction, c'est une équipe différente, donc soyez indulgents si je n'ai pas réponse à toutes vos questions. Mais en deux mots, effectivement, Mirova a participé à l'IPO de HRS en tant que cornerstone, c'est-à-dire que Mirova est rentré un petit peu en amont dans le projet, a pu échanger avec les dirigeants en amont du process avant que le process ne soit public, de sorte à donc fournir un certain nombre d'informations importantes à HRS pour sécuriser son entrée en bourse. Je pense que cet investissement il est emblématique de ce que l'équipe de Fonds Côté veut faire, c'est-à-dire investir dans des acteurs qui créent un impact positif avec une définition assez, on va dire assez restrictive ou ambitieuse de ce que doit être l'impact, puisque maintenant le terme est utilisé, enfin il est un petit peu galvaudé. Et donc HRS cochait très bien cette case en tant que promoteur de projets d'infrastructure hydrogène, avec des premières références industrielles, un beau pipeline de commandes, des stations déjà réalisées, etc. Et puis bien sûr dans un marché en très forte croissance, puisque je crois que le nombre de stations hydrogène est attendu à 3700 d'ici 2030 en Europe et 5000 aux États-Unis, donc un marché large et un acteur bien positionné avec une concurrence assez faible jusqu'à présent. En tout cas vraiment dans son même segment. Merci à vous, Monsieur Marais. On va directement passer à la rubrique suivante, sans pas
ça passait par la case questions. On va donc s'intéresser au développement des infrastructures et de la mobilité, puisque c'est le grand sujet du moment. On va commencer avec vous, Gauthier. Comment la Banque des Territoires intervient à quel niveau et pour faire quoi exactement? Alors, merci, oui. Donc, effectivement, comme on le dit, hein, on intervient dans les différents segments. On essaye, on monte les projets aujourd'hui pour intervenir dans la production pure d'énergie à partir d'hydrolyse, dans la mesure où on trouvera des tarifs de rachat suffisants. Hein. On est un investisseur, donc il doit avoir et ça c'est toujours vrai, un business plan qui peut fonctionner. On peut prendre des risques sur la vitesse de déploiement du business plan, mais intrinsèquement, il faut qu'il démontre si tout marche bien, on doit pouvoir avoir la rentabilité espérée. Donc ça, c'est un premier appel malgré tout. Si on regarde le volet mobilité plus spécifiquement, il y a deux briques. Il y a la brique des véhicules et la brique des stations. Alors, les deux doivent aller ensemble, ce qui est toujours, ce qui est quand même quelque chose de très complexe. Hein. Parce qu'aujourd'hui, relancer des projets de mobilité sans véhicules, alors qu'il y a très peu de véhicules produits, c'est pas très facile. Avoir une station sous-remplie, on est très vite dans les coûts d'exploitation sont élevés, donc on est très vite dans le négatif. Si on n'atteint pas vite rapidement un certain moins 80 ou 50, 70 et 80%, je dirais, d'utilisation. Il faut un effet de masse pour que les stations soient suffisamment grosses, parce que sur les petites stations, c'est extrêmement difficile. Alors nous, on va intervenir, on va accompagner quand il y a un projet qui émerge assez tôt. On peut faire un peu en étude d'ingénierie sur la partie montage. Hein, nous, on n'est pas technicien, donc ça, c'est pas notre rôle de financer des études techniques, mais on peut accompagner dans le montage financier des sociétés de projets. En général, on a à la fois des développeurs privés et des acteurs publics dans ces projets de mobilité, pour voir comment on peut structurer le projet, comment on peut le dimensionner, comment on peut trouver aussi des clients. Donc les clients, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a besoin d'ancrer une demande importante avec un gros client, par exemple. En général, aujourd'hui, ce qui arrive à peu près à faire fonctionner le projet, c'est des bus hydrogène par les collectivités, parce que les bus existent, ils arrivent à donner une certaine masse suffisante pour justifier le projet. Alors, bon, ça, c'est aussi des flux d'expérience. On était primo-investisseur dans le projet Zero Emission Valley, hein, 20 stations hydrogène, une cible de 1000 véhicules en Auvergne-Rhône-Alpes. On voit bien que la difficulté, justement, de trouver. Alors, on a plutôt focalisé sur les stations, et du coup, là, la difficulté, c'est de faire monter en puissance la demande. Et donc, c'est assez progressif. Et puis, progressivement, on voit qu'on a besoin de plus de mobilité lourde plutôt que des véhicules légers, en général, sauf exception. Donc voilà, il faut faire évoluer le modèle pour trouver, bien ajuster les ensembles, et puis on lance chaque station une fois qu'on le demande. Un autre gros projet dans lequel on est rentré assez tôt, c'est les sociétés à Paris, les taxis hydrogène Hype, qui aujourd'hui représentent sans doute la plus grosse flotte de véhicules sur une seule société en Europe ou au monde, puisqu'on a plus d'une centaine de taxis. Alors, ça a été très touché en plus par la crise Covid. Mais là, c'est pareil. Là, par contre, on avait des stations et à un moment, on était un peu on avait des véhicules, mais un peu parfois à court de stations. Une station provisoire sur le pont d'Alma, et puis des stations difficiles à monter dans les aéroports le temps qu'elles arrivent. Et donc là, il faut un réseau de stations aussi. Donc voilà, on essaye de jouer sur les deux vecteurs et mettre ensemble tous les acteurs pour arriver à faire un. Là, la notion d'écosystème n'est pas neutre, hein, parce que les véhicules, c'est aussi l'entretien. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des garages, il faut s'assurer qu'il y ait tous ces éléments-là. Et là, aujourd'hui, comme je disais, on travaille sur les projets, y compris à Auxerre, à Dijon. Il y a des gros projets d'hydrogène pour essayer de participer dans les différentes briques qu'on peut appeler un financement, une structuration. Voilà. Merci à vous, Gauthier. Alors, puisque vous mentionnez Dijon, on va en parler avec vous très brièvement, Mathilde Faglin, pour la Caisse d'épargne, puisque donc la vocation de cette banque, c'est de financer ce qui se passe dans le territoire, et c'est précisément le cas par rapport à ce projet donc qui a pour nom DMSE. Oui, donc effectivement, Dijon Métropole Smart Energy, qui est un projet, comme vous le dites, de territoire, puisque l'ambition de la métropole, hein, c'est de devenir la première métropole hydrogène de France.
Et donc, ce projet regroupe un petit peu ce qui a été évoqué par mon prédécesseur, puisqu'il va consister en… Donc, c'est un projet d'hydrogène vert avec déjà la production d'électricité renouvelable à partir de la combustion de déchets et ou de panneaux photovoltaïques, associé à un électrolyseur, et puis derrière, il va être station service hydrogène pour alimenter donc, des bennes à ordures et des bus. Et projet porté par trois actionnaires complémentaires, puisqu'il y a Storengy, Dijon Métropole et Rougeau Énergie. Voilà, et donc l'objectif c'est d'ici 2022 de voir une quinzaine de véhicules fonctionner à hydrogène vert sur la métropole dijonnaise. Merci. Je vais interroger votre cousin, entre guillemets, donc le fonds Mirova. On va retrouver Witold Marais. L'une des vocations également, finalement, de ce fonds, eh bien, c'est d'accompagner les écosystèmes régionaux, territoriaux, dans la mesure du possible. C'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, notre premier investissement, ça a été de soutenir, aux côtés d'autres acteurs, la croissance de Hype, qui n'est pas forcément un écosystème régional au sens où on l'entend parfois, c'est-à-dire des projets d'hydrogène associant consommation industrielle et débouchés de mobilité, mais qui néanmoins est un projet particulièrement intéressant et à très fort impact à nos yeux, puisque il vient très concrètement remplacer des taxis diesel dans Paris, donc il y a à la fois un impact positif carbone et de santé publique. Et ensuite, effectivement, on a vocation à accompagner les écosystèmes régionaux. Donc on entretient un dialogue continu avec la plupart des sponsors industriels. Et tout l'enjeu est d'arriver à leur donner un petit peu nos guidelines d'investissement et trouver le bon moment pour nous pour rentrer, puisque le paramètre clé dans notre analyse, comme j'imagine d'autres investisseurs, ça va être quelle est la part de revenus qui est effectivement sécurisée, donc quel est le risque, on va dire, de développement du projet ou de business développement pour sécuriser des usages dans le futur. Et c'est vrai que c'est une équation qui n'est pas toujours facile à résoudre, puisque d'un côté, pour arriver à un certain volume critique et donc des économies d'échelle, on va avoir tendance à vouloir augmenter la capacité du projet, et en même temps, on n'a pas toujours tous les usages identifiés en face. Donc, on est capable de montrer une certaine flexibilité sur ce sujet, puisque ça correspond un peu à la réalité du marché aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est souvent le point qui est le plus compliqué à résoudre aujourd'hui. On avait regardé Pardon ? Allez-y, je voulais dire quelque chose. Non, je disais, donc on avait regardé par exemple le projet ZEV, même si malheureusement on n'avait pas pu aller jusqu'au bout sur ce dossier, puis on regarde. Mais vous êtes copain avec les gens chez iPort, par exemple, vous regardez ce qu'ils font. On les connaît, etc. Très bien. Je voulais adresser une question pour l'ensemble des intervenants. Répond qui veut, et aussi brièvement que possible. Mais vous avez sans doute entendu parler de cette commande groupée qui va intervenir pour des bennes à ordures ménagères, entre trois villes en fait qui sont Angers, Le Mans et Dijon. Ça pourrait très bien se faire d'ailleurs par rapport à des bus, même s'il existe également des centrales d'achat pour le transport public. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative où on voit des collectivités qui se regroupent et qui essaient de faire masse finalement pour faire baisser le prix à l'unité des bus. Après tout, ça pourrait très bien se faire demain pour des stations, par exemple. Qui a envie de répondre à cette demande? Gauthier. Je me propose. C'est très bien. C'est très bien. Alors, sur les stations, c'est peut-être beaucoup plus compliqué parce que, comme je disais, tous les paramètres pour mettre ensemble une station sont difficiles. Mais quand on parle aux industriels, ils ont besoin de commandes pour avoir de la visibilité, pour faire les investissements nécessaires. Aller dire à un industriel, est-ce que tu peux me faire 10 bennes à ordures hydrogène alors qu'il n'en fait pas ou doit faire de la R&D, c'est quand même hyper complexe. Donc, on a besoin de commandes groupées, on ne peut que l'encourager ou passer aussi par l'UGAP si c'est des collectivités pour vraiment donner de la visibilité aux industriels et faire baisser les coûts des produits et notamment des véhicules. Merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je propose qu'on aille du côté de Mulhouse pour retrouver donc Bruno Jamet pour les questions. Bruno, si vous êtes là,
Est-ce qu'on a des interrogations du côté des auditeurs? Alors oui, on a une question. Donc cette démarche d'achat groupé est très intéressante. Et du coup, comment faciliter en fait cette démarche pour des collectivités qui ne seraient pas encore associées à d'autres? Alors, je ne sais pas si Gauthier peut à nouveau prendre la parole pour réagir sur ce point ou quelqu'un d'autre parmi les intervenants de ce webinaire. Je dirais c'est aux collectivités d'aller voir un peu ce qui se passe. On est assez peu d'acteurs à regarder ces projets, donc je pense que côté France Hydrogène, par exemple, ils ont des gens qui s'occupent d'accompagner les collectivités, de les aider et donc de pouvoir mettre en relation. Les acteurs, les financeurs, ils sont plutôt derrière une fois qu'il y a des collectivités qui se mettent ensemble. Ce que je peux dire pour compléter ceci, c'est que pour bien connaître les gens du Mans, puisqu'en fait, c'est eux qui ont eu l'idée de faire cette démarche, c'est que ça a eu son petit effet, puisqu'en fait, plusieurs autres collectivités les ont contactés et veulent rejoindre donc le pool constitué par Le Mans, Angers et Dijon. Donc, une première solution, c'est peut-être, pourquoi pas, d'essayer de prendre contact avec ces collectivités. Est-ce qu'on a d'autres questions, Bruno? On avait une question aussi qui est plus ancienne par rapport à la nature d'exploitation de l'hydrogène sous des formes autres que gazeuses, par exemple ammoniac, méthanation, etc. Je sais Ouais, pas c'est si... une question qu'on a de façon assez habituelle, effectivement, sur ce genre de webinaire. Je ne pense pas qu'on puisse y répondre exactement. Merci en tout cas à vous. Je propose qu'on enchaîne avec la dernière partie qui concerne en fait les conditions du succès pour les projets et pour le passage à l'échelle. En fait, quelles sont les cases finalement qu'il faut cocher pour retenir l'intérêt des financeurs et réussir à faire des projets qui tiennent la route, entre guillemets. On va essayer de parler du profil idéal parmi les porteurs de projets. Et je vais demander d'abord à la BEI, quelle est finalement sa définition de ce projet, de ce profil quelque part idéal. Grégoire, qu'est-ce que vous répondriez à ceci? Alors, je ne vais pas avoir l'ambition de vous donner le profil idéal du projet, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a entendu un certain nombre d'entreprises innovantes qui ont réussi, qui ont performé. Nous, de notre côté, ce qu'on apprécie, tout à l'heure, j'ai précisé le critère de minimum d'éligibilité. La nature même, pour nous, elle est l'utilisation de l'hydrogène comme véhicule de source, d'alternative et contribution à une énergie décarbonée. Pour nous, c'est éligible en termes sectoriels. Ce que l'on va regarder, c'est l'ensemble de ce qu'on va appeler les externalités positives et négatives du projet, c'est-à-dire l'impact environnemental, social du projet, la qualité économique et la qualité du promoteur, sa capacité à rembourser. C'est l'ensemble de ces facteurs qui vont être analysés par nos services et qui détermineront la décision d'accompagner avec des ressources publiques européennes le développement de telle promotion, de telle entreprise. Merci. Alors, on va enchaîner, même question avec Déméter cette fois, Jérôme Petitjean. Alors, si vous voulez répondre sur ce point-là, puis il y a quand même quelque chose que vous vouliez nous faire partager, c'est la complexité et la lourdeur finalement de ces projets territoriaux, parce que on connaît la recette du millefeuille à la française, et donc il y a plusieurs niveaux de décision, plusieurs couches entre guillemets, et ça peut finalement retarder les prises de décision. Lourdeur, je sais, effectivement, je ne sais pas si c'est, en tout cas, le terme et le sujet, c'est de dire effectivement comment accélérer et développer les projets territoriaux, parce qu'évidemment, on est en train de se dire que là, il y a beaucoup de financements mobilisables, mobilisés, et ensuite, le sujet et l'enjeu, évidemment, c'est d'activer les bons leviers pour développer ces projets. Et donc, côté Déméter, effectivement, nous sommes également, je l'ai dit, investisseurs côté infrastructure, et nous sommes donc capables d'investir sur le long terme dans des projets territoriaux, comme d'ailleurs avec une durée, je dirais, de développement assez longue et de montée en charge, comme d'ailleurs peut le faire la Banque des Territoires. Et je dirais que donc, dans le cadre de ces projets infrastructures que nous regardons, le sujet, évidemment, c'est d'avoir quelques leviers en tant qu'investisseur privé, en tout cas, sur le levier pour accélérer et mettre en place ces projets. Et je dirais effectivement, ça a déjà été cité, notamment par Gauthier Châtelu, mais il y a plusieurs leviers et paramètres. Mais le premier, évidemment, c'est d'avoir la possibilité de constituer des hubs territoriaux autour d'un usage ou de plusieurs usages principaux de mobilité. Et évidemment, la commande groupée qui a été citée précédemment est intéressante parce que ça veut évidemment dire que les collectivités peuvent
s'organiser et accélérer justement l'acquisition de matériel et d'usage hydrogène pour leurs propres demandes et leurs propres besoins. Et l'autre paramètre, je dirais, important, c'est évidemment d'avoir pour les investisseurs, les acteurs industriels, une visibilité de long terme sur les projets. Donc, effectivement, d'avoir également la visibilité sur les usages actuels et les usages futurs qui pourront se développer autour d'écosystèmes de production d'hydrogène vert. Et puis également les mécanismes de soutien qui sont également mis en place pour la filière actuellement, entre mécanismes de subvention ou les mécanismes de complément de rémunération. Donc, et pour revenir sur effectivement l'organisation, évidemment, ça demande également une structuration des projets et je dirais une coordination entre les différents acteurs, c'est-à-dire les collectivités, avec leurs différents niveaux de compétences entre les communes, les autorités les régions, par exemple, qui sont plutôt responsables de la partie mobilité, donc après, ou les métropoles, et également les autorités de transport, les acteurs industriels. Donc, tout ça nécessite la mise en place, mais je crois que c'est le cas à chaque fois, la mise en place d'écosystèmes locaux et territoriaux qui regroupent les différents acteurs publics et privés pour constituer et mettre en place les projets dans les meilleures conditions. Merci. Commentaire à présent de Karine Vernier pour EIT InnoEnergy. Ce que vous trouvez en fait, ce qui serait bien, c'est que finalement ces projets ils puissent vivre même en dehors de l'argent public. C'est bien qu'on ait effectivement des leviers, des guichets pour soutenir les projets, mais il faut qu'à un moment finalement l'écosystème soit un petit peu autonome, que les projets tiennent la route même une fois que les financements sont partis. En fait, c'est la clé de voûte de tous les systèmes. Si on installe une perfusion de la part des différents États, on n'installera pas un système pérenne. Et pour nous, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on soit en capacité de faire émerger des projets. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion avec Karine. Alors, qui était en train de nous parler effectivement de ce souhait que les projets puissent être autonomes. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit souci de connexion. Peut-être une réaction en attendant qu'on la retrouve tout à l'heure. Parmi les intervenants qui sont en ligne avec nous. C'est vrai qu'à un moment, il faut que finalement cet écosystème, il faut que cette filière elle puisse faire ses preuves et qu'elle soit autonome. Qui a envie de réagir par rapport à ça? Gauthier, vous êtes avec nous? Par exemple, côté Banque des Territoires? Sur la complexité des projets? Sur le fait que, alors oui, on peut revenir sur la complexité des projets, parce que c'est vrai que vous êtes bien placé finalement en tant que Banque des Territoires pour en témoigner, évidemment. Et puis aussi le fait que bon, il faut que les projets soient suffisamment matures pour que quelque part, même une fois qu'on a épuisé finalement cet argent public, ils puissent continuer à vivre. Je veux dire, le projet n'a de sens que si l'argent public est utilisé pour le rendre mature et finançable. Les investisseurs viennent, comme je disais au début, que si on a un business plan qui tient la route derrière, et que donc on a une demande en face d'un projet construit, une demande avec un prix d'hydrogène qui va être, tiens, Karine revient. Donc je finis juste, une demande avec un prix d'hydrogène qui soit acceptable pour les utilisateurs, des utilisateurs qui soient prêts à réellement acheter les véhicules. D'où l'intérêt de faire attention de ne pas vouloir faire trop la vision de l'écosystème global du territoire, sur lequel on n'arrive jamais finalement à mettre toutes les briques ensemble. Donc partir d'un projet simple sur lequel des briques peuvent s'agglutiner, mais qui peut démarrer, j'ai un projet, j'ai mes bus, et j'ai une deuxième phase de projet où j'aurai de la demande locale, je dirais le temps que des nouveaux véhicules, une nouvelle demande exercent, ça marche mieux que de dire je vais tout faire en même temps. Parce que quand je vais tout faire en même temps, j'ai toujours des choses qui sont en retard. On a très très peu de véhicules, on ne sait pas quand ils vont arriver, à quel prix. Donc des acteurs privés qui s'engagent aujourd'hui sur des véhicules, par exemple, ils ne savent pas sur quoi ils s'engagent. Donc ce n'est pas un vrai engagement. Et s'ils disent oui, je veux bien avoir des camions hydrogène, un camion hydrogène à 1 million d'euros, je ne vais pas l'acheter. Aujourd'hui, si on en trouve, c'est plutôt ce prix-là. Et puis peut-être qu'on en trouvera qui seront homologués dans 5 ans et pas dans 2 ans. Donc voilà, l'importance d'aller progressivement plutôt que de vouloir faire le grand soir du tout hydrogène, parce que celui-là, on a beaucoup de mal à mettre toutes les briques ensemble en même temps. Et pour les investisseurs, on est perdu, on n'arrive pas à y aller et le projet risque de tourner en rond pendant longtemps. Excuse-moi, Karine. Je vois qu'on a retrouvé Karine. Voilà, on vous avait perdu un petit peu en cours de route. Vous étiez en train de nous dire qu'effectivement, il fallait que les projets puissent survivre eux-mêmes.
Exactement, il faut que les projets puissent survivre à eux-mêmes et en particulier, comment ça survit? Ça survit quand on garantit à ces grands projets-là des clients finaux. Et les clients finaux, c'est quoi? C'est pas la structure ou l'industriel qui va enlever l'hydrogène vert. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le projet H2 Green Steel dont je parle, qui va produire plus de 5 millions de tonnes d'acier décarboné, eh bien, le client final, c'est le fabricant de véhicules à la fin de la chaîne, voire même c'est l'acheteur des véhicules. Et on ne parle jamais du prix en euros par kilo de l'hydrogène produit. Et on ne demande pas aux États de financer un écart de coût de production entre l'hydrogène carboné et l'hydrogène décarboné. Le résultat final, c'est qu'on arrive sur le coût de l'acier produit à environ, je veux dire, 100, 200, 300 euros par kilo d'acier en surcoût complémentaire pour de l'acier décarboné. À l'échelle d'un véhicule, prenons une voiture particulière, c'est beaucoup plus simple, grosso modo une tonne d'acier, donc grosso modo 300 euros par véhicule en surcoût. Quand vous allez voir un constructeur auto et que vous lui dites, est-ce que tu penses que tu es en capacité de vendre un véhicule 300 euros de plus au motif qu'il est construit avec de l'acier décarboné? La réponse est immédiatement oui. Et donc, c'est pas du tout schématique, ce que je vous raconte, c'est la vraie vie. Hein. Dans ce schéma-là de fonctionnement, eh bien, on arrive à lever énormément d'argent, on arrive à construire une usine à partir de zéro qui va produire de l'acier vert. Tout ça, c'est en Europe et tout ça, ça repose sur des financements publics qui sont proches de zéro. Je crois qu'il y a un prêt de la BEI et c'est tout. Donc, c'est même pas une subvention, c'est un prêt. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger des projets de grande envergure. C'est pas en construisant des projets qui consistent à dire bonjour monsieur l'État, j'ai besoin d'argent pour compenser à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros mon coût de production. Voilà, je pense que c'est extrêmement important qu'on ait ça en tête. Sachez que nous, de notre côté, InnoEnergy, on cherche des projets de ce type-là. On a une chaîne stratégique à l'échelle européenne qui s'appelle EGAC, European Green Hydrogen Acceleration Center. Cette chaîne stratégique, elle repose sur une plateforme d'investissement. Et donc, si vous avez un projet intéressant, que vous estimez intéressant, nous le soumettrons à cette plateforme d'investissement et puis nous regarderons dans quelle mesure on peut associer autour de table des clients finaux qui permettront de reproduire un projet du même type que H2 Green Steel et qui permettra de voler sans avoir des soutiens publics absolument massifs. En tout cas, s'ils sont là, ils seront bienvenus, mais ils ne seront pas strictement nécessaires à l'émergence du projet. Merci. Bien voilà qui conclut cette dernière partie et d'une certaine façon d'ailleurs ce webinaire très riche sur le financement. Pour une dernière fois, on va passer par la case questions. On retrouve Bruno Jamet du pôle véhicules du futur. Est-ce que sur cette partie finalement, conditions de passage à l'échelle, quels sont les leviers d'accélération, on a des questions de la part des auditeurs? Et on a une question en particulier qui consiste à dire, on a parlé bien sûr du besoin d'autonomie financière à terme, du besoin de subvention ou pas, et il y a aussi des facilitations des projets hors coût, hors subvention directe. Par exemple le prix au carbone ou simplement inciter un volontarisme par le bout de chaîne. Désolé, c'est mon fils. Voilà. Très bien. Voilà, Alors, donc je prépare le repas, mes enfants, ils sont très très bien. Et voilà, donc la question c'était, il y a tout ce qu'on peut verser en subvention, mais il y a aussi le prix au carbone qui va renchérir les solutions alternatives, etc. Merci beaucoup. Je dirais que juste un élément de réponse, si je puis me permettre, il y a effectivement le prix du carbone et toutes les incitations européennes qui vont faciliter l'émergence de solutions décarbonées. Mais ce que je disais juste avant, c'est également l'engagement des industriels sur toute la chaîne de valeur et notamment l'extrême aval sur la partie client final qui permet d'aller jusqu'à l'émergence de grands projets à l'échelle sans nécessairement passer par des soutiens publics.
Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'en tienne là et qu'on conclue finalement ce webinaire. Merci à tous les intervenants et intervenantes, car il y avait 2 femmes parmi nous aujourd'hui. Donc les prochains rendez-vous, bien sûr, notre prochain webinaire qui sera en anglais sur les compétences métiers, donc New Skills. Retenez bien la date, c'est le 24 juin. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous pour la partie en physique, en présentiel du forum Hydrogen Business for Climate les 29 et 30 septembre, avec à la fois des plénières, mais aussi des ateliers, et puis une partie exposition. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt et naturellement, vous pourrez suivre très prochainement le replay en intégralité ou par extrait comme on le fait d'habitude. Bonne journée à tous.